Acheter du gaz à la Russie pour qu'elle finance son effort de guerre, c'est ça l'idée. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui, j'ai entendu. Après la guerre, à terme, on va parler maintenant. Donc quand la guerre n'existera plus. Et sinon, si vous préférez acheter du gaz de schiste américain qui est fait par fracturation hydraulique avec des risques sur l'environnement qui sont énormes, après évidemment que tout ça doit aller avec une lutte contre les dépendances aux énergies fossiles. Mais est-ce que c'est pas une prise de position? Manuel Bompard fait une nouvelle fois parler de lui. Face à plusieurs journalistes déterminés à le pousser dans ses retranchements, il répond sans détour et remet les faits au centre du débat. Sur l'Ukraine, le budget, Emmanuel Macron, la police ou encore le narcotrafic, les mêmes tentatives reviennent. Lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, présenter ses positions comme contradictoires et défendre un pouvoir qui semble de plus en plus incapable d'apporter des réponses concrètes aux problèmes du pays. Mais Bompard ne se laisse pas enfermer. Il corrige les journalistes, démonte leurs raccourcis et rappelle les conséquences réelles des décisions gouvernementales. Si vous aimez ce contenu et que vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Votre soutien m'aide à continuer de créer ce type de vidéos. On commence avec la guerre en Ukraine, la Russie et l'indépendance de la France face aux États-Unis. Qui est quand même très, j'allais dire, en contre avec les positions européennes qui sont très pro-ukrainiennes et qui ne sont pas du tout en concurrence avec un dialogue avec Vladimir Poutine. Non, mais on parle de deux temporalités différentes. Et la première des temporalités, c'est créer les conditions pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, il faut des garanties de sécurité mutuelle. Il faut que cette discussion aille jusqu'à son terme. Et on a besoin le plus rapidement possible que cette guerre s'arrête. Mais abonnez-vous, mettez un like et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais ensuite, nous, notre position, elle n'est pas alignée sur la position européenne. J'en ai fait la démonstration sur les États-Unis. Et d'ailleurs, ça sera un des grands enjeux de la prochaine élection présidentielle. Quelle position sur la scène internationale? Nous, on défend un principe d'indépendance et de non-alignement. Je vois bien qu'Emmanuel Macron est totalement aligné sur les États-Unis. Et je veux quand même dire que si Jordan Bardella était élu président de la République, il ferait de la France sans doute le 51e État des États-Unis de Donald Trump. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ses positions sur le sujet. Il a salué l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc vous voyez à quel point ce serait extrêmement dangereux qu'une telle personne soit à la tête du pays. Mais permettez-moi de vous ramener à la question ukrainienne un instant. Donc là, en ce moment, il y a des discussions pour en arriver à quelque chose comme une paix, le début d'un accord de paix en Ukraine. Est-ce que vous croyez que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous arriverons à cet accord de paix, ou croyez-vous que nous sommes dans une guerre longue encore? Non, moi, d'abord, je souhaite qu'elle puisse s'arrêter le plus rapidement possible. On le souhaite tous, mais croyez-vous que nous y sommes à peu près? Et monsieur Bock-Côté, vous reconnaîtrez que depuis le déclenchement du conflit, nous avons toujours dit la solution, ce sera une solution par un accord de paix, par la diplomatie, et pas une solution militaire. On s'en sortira pas par une solution militaire. Ceux qui, au début, ont considéré ou ont fait croire qu'on allait infliger une défaite militaire à la Russie et les repousser en dehors des frontières de l'Ukraine se sont trompés. On en est là aujourd'hui. Dans les discussions en ce moment, il y a l'idée d'une forme de concession territoriale. Ah, voilà. Donc, mais ça fait partie de votre horizon mental, c'est-à-dire vous acceptez l'idée, je le condamne pas, je pose la question. Oui, allez, vous considérez qu'il serait légitime de retracer la carte, la frontière entre la Russie et l'Ukraine? Moi, j'ai dit depuis le début, et à l'époque, quand j'avais ouvert cette perspective, on avait dit que les Insoumis, vous étiez pro-russe, parce que dès que vous dites quelque chose de différent, on vous dit que vous êtes pro-russe. Moi, j'avais dit quelque chose de très simple, j'avais dit pas de concession territoriale sans consultation des populations. Et j'observe d'ailleurs qu'aujourd'hui... On a dit ça à Marine Le Pen aussi. Oui, mais c'est ce qui s'est passé en Crimée. Il y avait eu un référendum bidon et... Je propose pas un référendum bidon, monsieur. Je propose que, dans les conditions de l'accord de paix, il y ait des consultations des populations. Parce qu'on ne change pas les territoires comme ça sans consultation des populations. Et je remarque que quand j'avais dit ça, beaucoup de gens m'avaient critiqué. Et puis maintenant, vous avez monsieur Macron et les dirigeants européens qui se rallient à l'idée de concession territoriale sans consultation des populations. Eh ben moi, je suis pour la démocratie en toutes circonstances. C'est au peuple concerné de décider. C'est à eux de dire leurs mots et donc il faut des consultations. Voilà une position beaucoup plus claire que ce que certains journalistes essaient de faire croire. Manuel Bompard ne défend ni Vladimir Poutine ni une capitulation de l'Ukraine. Il explique que cette guerre ne se terminera pas par des slogans, mais par une négociation capable de garantir la sécurité de toutes les parties. Et surtout, Lartu, il refuse que la France suive aveuglément la ligne de Washington. Pour lui, le pays doit retrouver une politique indépendante, loin de l'alignement permanent d'Emmanuel Macron sur les États-Unis. Quand il rappelle que toute modification des frontières doit passer par la consultation des populations concernées, il défend simplement un principe démocratique. La suite va porter sur le budget. Et cette fois, Bompard va s'attaquer directement aux prétendues victoires obtenues par le Parti socialiste. On va voir comment aboutissent ou pas d'ailleurs ces négociations à Abu Dhabi. En tout cas, demain, vous allez de nouveau être sur le pont, Manuel Bompard. La France insoumise s'opposera une nouvelle fois au budget 2026 avec une motion de censure. La dernière fois, il vous a manqué 22 voix. Est-ce qu'une nouvelle fois, les voix de la gauche de gouvernement, et notamment des socialistes, vont vous manquer? C'est le risque, oui, bien sûr. Après, la gauche de gouvernement, je ne sais pas si c'est la bonne expression, parce que je vois un chat. Parce que je vois plus vraiment ce qu'il y a de gauche.
quand vous défendez un budget dans lequel on va supprimer 4000 postes d'enseignants, 3000 postes de surveillants, un budget dans lequel on va retirer l'aide de 500 € aux apprentis pour financer leur permis de conduire, un budget dans lequel on va retirer un crédit d'impôt pour les personnes âgées pour pouvoir faire des travaux à leur domicile pour rester à la maison et quand ils sont en situation de dépendance. Vous voyez, c'est pas un budget qui correspond au programme du nouveau Front populaire. Mais le gouvernement dit il y a celui-ci et il y en a pas d'autres. Et il y en a qui le laissent passer. Et puis il y en a qui s'y opposent. Et donc je pense que si on veut être fidèle à la parole qu'on a donnée au moment des élections, qui n'est pas de faire ça, qui est de faire l'inverse, eh ben il faut censurer. Et après les socialistes, je vais prendre leur défense, ils disent qu'ils ont obtenu un certain nombre de choses, la suspension de la réforme des retraites, le repas à 1 € pour les étudiants, l'augmentation de la prime d'activité, etc., etc. Eux, ils disent, nous, on a obtenu des choses, vous vous opposez, vous obteniez rien du tout, quoi. C'est de tout ou rien et c'est rien, quoi. Mais non, c'est pas rien. D'abord, je vais vous dire, il y a un travail très simple à faire. Le Parti socialiste, au mois de septembre, a présenté un contre-budget. C'était leur proposition. Il y avait 20 mesures dans ce contre-budget de recettes ou d'investissements nécessaires. Sur ces 20 mesures, dans le budget de M. Lécornu, vous savez combien il y en a? Je vais vous dire. 0. Il y en a 0 sur les 20 propositions que le Parti socialiste... Ils ont trouvé des nouvelles concessions, mais pas les anciennes. Sur la table. Mais non, mais attendez, ils se revendiquent de concessions dont ils n'ont pas la paternité, la responsabilité. Que le barème de l'impôt sur le revenu ne soit indexé finalement l'année prochaine sur l'inflation alors que le gouvernement voulait pas le faire, c'est pas grâce au Parti socialiste, c'est grâce à tous les députés qui ont voté son indexation à l'Assemblée nationale. Non, pas surtout LR. Sur cette mesure-là, non, pas du tout. Nous avions proposé le même amendement. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à l'époque, les socialistes avaient dit mais quelle honte, vous avez voté la même chose que les Républicains. On avait dit mais non, mais tout le monde est d'accord pour réindexer le barème de l'impôt sur le revenu. Donc le Parti socialiste revendique. Donc ils ont rien obtenu. Ils ont rien obtenu, c'est bidon. Bah, il y a ce que vous avez dit. Je crois le repas à 1 € qui avait été voté il y a 1 an à l'Assemblée nationale par une majorité de députés et qui coûte à peu près 50 à 60 millions. Mais en donnant ça, le gouvernement fait 150 à 200 millions d'économies sur le budget de la vie étudiante. Il y a une augmentation de dépenses, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Depuis ça, je reçois des mails des Crous qui disent on va être embêtés parce qu'il y a eu cette annonce, mais on n'a pas les budgets nécessaires pour la financer. Donc ce qu'ils ont obtenu, c'est de l'embrouille. Là, le discours du Parti socialiste s'effondre complètement. On nous explique qu'il aurait obtenu d'importantes concessions du gouvernement. Pourtant, Manuel Bompard rappelle un fait très simple. Sur les 20 mesures présentées dans leur propre contre-budget, aucune ne se retrouve réellement dans le texte adopté. Même le repas à 1 € pour les étudiants cache de nouvelles économies sur la vie étudiante. Le gouvernement annonce une mesure populaire devant les caméras, puis réduit les moyens ailleurs. C'est exactement ce que Bompard appelle de l'embrouille. Les socialistes revendiquent des avancées qu'ils n'ont pas obtenues, tout en laissant passer un budget qui supprime des postes dans l'éducation et fragilise encore davantage les services publics. Maintenant, les journalistes vont l'interroger sur la censure, l'élection présidentielle et la responsabilité d'Emmanuel Macron dans l'affaiblissement de la France. À court ou moyen terme, imaginons que la censure fonctionne. C'est pas prévu, mais imaginons que la censure fonctionne. Il y a des municipales dans quelques semaines, on est à peu près un an de présidentielle. Vous souhaitez néanmoins quelque chose comme une dissolution dans les prochains... Voilà, la séquence si la censure fonctionne, évidemment, il faut un retour aux urnes. J'entends bien, mais avec les municipales devant nous, avec les présidentielles dans 1 an, c'est une séquence qui serait pensable selon vous? Bah moi, je pense que, et c'est la position qu'on défend depuis plusieurs mois, c'est que dans l'hypothèse où ce gouvernement tombe, c'est l'élection présidentielle qu'il faut avancer. C'est l'élection présidentielle qu'il faut avancer. Écoutez, franchement... Est-ce que les Français sont prêts pour ça? Bah écoutez, regardez... Les sondages disent le contraire, que les Français, ils veulent plutôt de la stabilité, ils veulent qu'on respecte les échéances. Les Français, ils veulent pas ce budget, hein. Oui, d'accord. Et non, ils veulent pas de la... Enfin, je sais pas s'ils veulent de la stabilité, parce que ce mot, il veut tout. Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité? Voilà. Mais par contre, sur la question de la censure du gouvernement, je crois avoir lu quelques sondages il y a quelques jours qui disaient qu'ils étaient plutôt majoritairement en faveur de cette censure. Bref. Écoutez, la question, c'est que quand vous avez Madame Montchalin, Monsieur Lecornu qui disent, bon, en fait, tous les grands débats politiques, on les a mis de côté dans ce budget, parce que ça sera le cadre de l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut attendre 1 an? Est-ce que vous pensez que la France a 1 an à perdre? Vu ce qu'on a discuté avant sur la situation internationale. Permettez-moi de retourner à la question. Vous croyez que le président de la République risque de démissionner dans les prochaines semaines? Ah non, j'ai bien compris qu'il voulait pas démissionner. Donc la France va attendre 1 an, quelles que soient vos préférences. Ouais, d'accord, mais moi, vous me demandez ma position à moi. Donc ma position, c'est qu'on n'a pas 1 an à perdre et que le président de la République, déjà, il y a plusieurs mois, aurait dû en tenir compte. Mais sachant que cette année va avoir lieu, à quoi pensez-vous que ça va ressembler? Dans cette année? Si on en reste en l'existence, ça va être ce budget-là, c'est-à-dire une continuité de la politique macroniste, parce que ce budget s'inscrit dans la continuité de la politique macroniste, et rien qui permet de faire face
aux grands défis qui sont devant nous aujourd'hui. Rien pour répondre à la situation qui fait qu'en France, on a atteint un record historique de pauvreté jamais vu depuis les années 70. Rien pour renforcer notre indépendance. On en a parlé dans la première partie de cette émission. Rien pour faire face à l'urgence climatique et environnementale. Rien pour répondre aux grands défis de notre société aujourd'hui. Emmanuel Bompard, vous évoquez la situation internationale, vous dites qu'elle est grave, ce qui est le cas, et vous voudriez que le président de la République soit poussé à démissionner et qu'il y ait des élections dans la foulée. Mais est-ce que ça va pas encore affaiblir un peu plus la France et l'Europe vis-à-vis des États-Unis et de la Russie? Je crois que pour ce qui est affaiblir la France et l'Europe, la France vis-à-vis de l'Europe et l'Europe vis-à-vis des États-Unis, je crois qu'Emmanuel Macron s'en occupe très bien lui-même. Donc, est-ce que vous diriez si Emmanuel Macron n'était pas là, on s'en sortirait bien. Est-ce que vous diriez que les moqueries de Donald Trump sont, j'allais dire, quelque chose de plus sur l'affaiblissement de la France? Oui, évidemment, mais on va pas refaire le débat de la première partie, mais non, mais c'est pas le débat de la première partie, c'est l'image de la France. Un truc anecdotique comme les lunettes de soleil, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais ça, si j'ai bien compris, c'est pour cacher. Enfin, je sais pas, moi, je veux pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux vous dire, c'est que Donc vous lui pardonnez les lunettes? Non, mais j'ai rien à lui pardonner, mais le fait que Trump puisse parler comme ça au président de la République française, par exemple, c'est le fait et le résultat d'une série de décisions qui ont été prises de longue date dans notre pays. Antérieur à la présidence actuelle. Donc il l'a bien cherché. Emmanuel Macron y a largement participé. Non, il l'a pas bien cherché parce que moi j'accepte pas, même si je suis en désaccord avec lui, qu'on critique le président de mon pays dans ces termes-là. Mais c'est juste que quand on répond pas et quand on réagit pas à des agressions et à des menaces, après faut pas s'étonner que ça continue. Et voilà sans doute la réponse la plus forte de toute l'interview. Quand on lui demande si le départ d'Emmanuel Macron risquerait d'affaiblir la France, Manuel Bompard répond que le président s'en charge déjà très bien lui-même. La phrase est dure, mais elle résume son argument. Selon lui, cette perte d'influence ne vient pas d'une opposition trop radicale. Elle vient de plusieurs années de dépendance politique, d'alignement international et d'absence de réponse face aux pressions américaines. Bompard refuse pourtant d'approuver les attaques de Donald Trump contre le président français. Il distingue clairement le désaccord politique du mépris envers la France. Après cette séquence internationale, le plateau va changer complètement de terrain. Les journalistes vont maintenant tenter de le coincer sur la police, la violence, le narcotrafic et la légalisation du cannabis. Une pause. CNews, les échos avec Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Hier, des policiers en colère dans toute la France, 45 000 manifestants, manque de moyens, manque de reconnaissance. Vous êtes allé marcher avec eux? Non. Non, je vais pas, je réponds pas aux appels à la manifestation du syndicat de police Alliance. Ah, c'est que Alliance, en fait. Ah c'est Alliance qui avait appelé ces manifestations. Ça aurait été un autre syndicat, vous serez allé? Ça dépend des revendications. S'il s'agit de manifester pour demander à ce qu'il y ait davantage de moyens pour rénover nos commissariats qui sont dans un état délabré, je partage cette revendication. On manque de moyens. S'il s'agit, oui, bien sûr. On manque d'effectifs aussi dans la police? Parce que c'est une de leurs revendications. Oui, bien sûr, mais attendez, qu'est-ce que vous leur reprochez à Alliance? Attendez, si vous voulez, on plus de moyens, plus de policiers. Polémique d'Alliance, mais si vous m'interrogez sur mes positions, oui, bien sûr qu'on manque de moyens dans nos commissariats qui sont dans un état absolument scandaleux. On manque d'effectifs, notamment parce que sous la responsabilité, parce que j'entends beaucoup de choses, de Monsieur Sarkozy, quand il a été président de la République, on a eu une politique qui s'appelait la RGPD et que ça s'est traduit par le fait qu'on a supprimé des milliers de postes de police dans la police nationale. Et donc oui, bien sûr qu'on manque d'effectifs. Donc s'il s'agit de dire ça, pas de problème, je suis favorable. Mais dans les revendications de Alliance, qui s'était exprimées notamment en prenant position une fois devant l'Assemblée nationale en disant le problème de la police, c'est la justice, c'est-à-dire en attaquant de manière frontale l'institution judiciaire, et qui s'est exprimée ces dernières années par des prises de position extrêmement graves de soutien et de solidarité avec leurs collègues qui étaient pointés du doigt pour des manques flagrants de respect de la déontologie, il n'est pas question que je manifeste à leur côté. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà du fait que ce soit Alliance, lorsque des policiers eux-mêmes manifestent aujourd'hui, est-ce que ça ne témoigne pas d'une forme de déliquescence du lien social lorsque les policiers eux-mêmes, finalement, renoncent à leur fonction régalienne classique en disant « nous sommes aussi parmi les manifestants, parmi les protestataires ». Mais les policiers ont le droit de manifester. Ils ont tout à fait le droit, mais normalement, ils ne sont pas attendus symboliquement dans ce rôle. Ah oui, mais c'est la situation du pays qui fait qu'il y a beaucoup de gens mécontents. Et puisqu'on parlait du budget tout à l'heure, vous voyez bien que les policiers manifestent, vous voyez bien que les enseignants sont pas contents, on va supprimer des postes, et donc ce budget il répond pas du tout aux besoins du pays dans le développement. Ces dernières années, Manuel Bompard, les budgets ont plutôt fait la part belle
les peu d'augmentation qu'il y a eu, c'était pour pour le régalien, pour la police, pour l'armée. On repartait de tellement loin à cause des politiques. Il y a quand même eu des choses qui ont été faites, vous le reconnaissez. Il y a eu un peu d'investissement dans la police et dans la justice. En tout cas, on a recruté plus de effectifs. Un peu d'investissement dans la police et dans la justice. Le problème, c'est que ça s'est fait au détriment d'autres moyens et que c'est largement insuffisant. Par exemple, dans la justice, si vous regardez les effectifs de probation, ce qu'on appelle le SPIP, on est très en deçà des effectifs de la moyenne des pays de l'Union européenne. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si vous voulez lutter contre la récidive, il faut du travail de ces effectifs de probation. Donc là, par exemple, ça a été complètement mis de côté en termes d'investissement. Par exemple, dans la justice, la protection judiciaire de la jeunesse, qui est décisif, on parle des problèmes des mineurs, etc. La protection judiciaire de la jeunesse, elle a été ravagée par les coupes budgétaires. Donc, c'est pas parce que vous regardez en global des budgets qui ont légèrement augmenté par rapport à avant que vous avez répondu aux besoins et aux exigences d'investissement indispensables si on veut améliorer la situation de la police, de la justice dans notre pays. Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement qui songe à reprendre une idée de la droite républicaine et de mettre en place une présomption de légitime défense? C'est totalement scandaleux. Pourquoi? D'abord parce que qu'est-ce qui permettrait de justifier que les policiers auraient un droit différent de n'importe quel citoyen, c'est-à-dire que quand ils commettraient un acte qui est un acte contraire à la déontologie, on considérerait que par nature, par définition, en quelque sorte, ils étaient dans leur bon droit d'utiliser leur arme à feu. Non, l'utilisation des armes, c'est encadré, réglementé par la loi, et il n'y a pas une présomption qui dit vous avez utilisé votre arme à feu, donc c'était légitime de l'utiliser. Et vous voyez bien dans le contexte dans lequel on est, dans le contexte dans lequel il y a eu ces dernières semaines encore un jeune homme, par exemple à Paris, qui est mort après une intervention de la police, et dans lequel s'il y avait une présomption de légitime défense, en quelque sorte, on considérait que la police était dans son bon droit. Et quand on voit le contexte international de ce qui se passe avec l'ICE aux États-Unis d'Amérique, si c'est ça le modèle de la police que vous voulez en France, c'est pas le mien. Sans aller jusqu'aux États-Unis, est-ce que derrière ça, nonobstant cette proposition, est-ce qu'il n'y a pas le constat d'une société de plus en plus violente avec le narcotrafic, avec une violence qui s'intensifie dans les rues, avec le narcotrafic en fait qui une forme des comportements quasiment terroristes dans sa manière de s'imposer dans les villes, dans la violence qu'il impose aux populations qui lui sont soumises. Est-ce que cette proposition, quoi qu'on en pense, n'est pas une réponse à un contexte plus large? Attendez, d'abord, est-ce que la société est plus violente aujourd'hui qu'avant? Difficile de le dire. Là, c'est pas difficile de le dire quand on a les chiffres de la délinquance qui sont tombés encore cette semaine. Attendez, d'accord, mais sur les homicides, par exemple, il y a moins d'homicides aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans en France. Donc, là, on compare plutôt d'une année à l'autre, non? Non, mais vous me posez la question pendant des années. Il y a des phénomènes de narcotrafic. J'ai à l'esprit, par exemple, Bruno Retailleau qui disait le narcotrafic pose aujourd'hui des problèmes nouveaux. On va pas nuancer le problème. Il y a un problème. Je vous dis juste, est-ce que c'est plus violent qu'avant? Je sais pas. La criminalité organisée, c'est pas nouveau. Les phénomènes mafieux en France, il y en a eu pendant. Il n'y a pas selon vous une forme de désinhibition de la violence par exemple, des phénomènes mafieux? Particulièrement dans votre circonscription, qu'est-ce que vous disent vos électeurs? Vous êtes d'une Marseille. Il y avait un problème de narcotrafic à Marseille. Mais disons que sur le constat, je mets de côté et on s'attaque aux solutions, d'accord? Parce que c'est ça la question qui est la question importante. Oui, il y a un problème avec la criminalité organisée en France, évidemment. Est-ce que la manière avec laquelle aujourd'hui le gouvernement prétend répondre à ce problème, est-ce que c'est la bonne manière d'y répondre? Évidemment non. Si vous voulez lutter contre la criminalité organisée, qui sont des réseaux internationaux, qu'est-ce que vous faites? Vous investissez dans la police judiciaire, vous luttez contre les phénomènes de blanchiment d'argent, vous avez de la coopération internationale pour pourchasser les têtes de ces réseaux. On a fait exactement l'inverse. Tout à l'heure, vous avez mis en cause les policiers en disant, mais ils contestent... mis en cause les policiers, pourquoi vous dites ça? Vous avez dit, les policiers, notamment le syndicat Alliance, dit la justice ne suit pas derrière. On met en garde à vue et la police libère. C'est grosso modo ce que disent certains policiers. Mais là, vous me dites, la justice est pas opérante sur certains sujets. Je vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que les décisions qui ont été prises sont des décisions. La doctrine aujourd'hui dans la lutte contre la criminalité organisée, c'est concentrée sur le bas du spectre. Le bas du panier. Donc, on augmente le montant de l'amende pour le consommateur de cannabis. Donc, on va chasser le petit dealer dans la rue. Mais tout le monde sait très bien que comme ça, vous réglerez jamais le problème. Et ce qu'il faut faire, il y a des démantèlements.
tout le paquet sur le haut du spectre. Mais il y a des démantèlements de trafic et de réseaux qui se font tous les jours. Il y en a. Ça commence. Heureusement qu'il y a une police judiciaire qui travaille. Mais vous voyez bien que c'est pas suffisant. Vous m'interrogez sur la situation. Mais moi, quand on démantèle et quand on attrape une tête de réseau, je le salue évidemment. Je vous dis juste que pourquoi on le fait pas suffisamment? Parce que il manque des greffiers dans nos tribunaux pour les juger, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs dans la police judiciaire, parce qu'il y a eu une réforme de la police judiciaire qui l'a affaiblie, parce qu'elle l'a départementalisée, et que d'ailleurs les officiers de police judiciaire et les policiers de la police judiciaire étaient contre cette réforme, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens qui sont mis en place dans la douane. Quand vous avez un conteneur sur, je crois, 4000 qui est contrôlé dans le port du Havre, faut pas s'étonner qu'il y ait de la drogue qui peut rentrer. Donc il faut mettre des effectifs de douaniers, parce qu'il faut des effectifs spécialisés dans la lutte contre les phénomènes de blanchiment, parce que les têtes de réseau, à la fin, c'est de l'argent qui vient financer les réseaux. Il y a une chose que je comprends pas, Manuel Bompard, c'est que vous avez longtemps... Non, c'est pas sur ce que vous venez de dire, mais vous avez longtemps dit qu'une des solutions pour le narcotrafic, c'était de légaliser le cannabis. J'y viens. Et là, vous me dites, non, en fait, c'est quand même des mesures totalement à contraire à ce que vous disiez. Mais pas du tout. Mais justement, il y a une cohérence dans ma doctrine. Arrêtez d'attaquer et de courir derrière le petit consommateur, légaliser, parce que c'est comme ça que vous pourrez concentrer. Même s'il y a des risques, on est Attendez, d'accord. Mais bien sûr qu'il y a des risques. Mais justement, après, on va venir sur les risques. Mais précisément, parce que vous concentrez les moyens sur le haut du spectre, la légalisation permet de concentrer les moyens sur le haut du spectre. Oui, évidemment, puisque ça fait que vous n'avez pas besoin d'avoir des policiers qui courent derrière le petit consommateur de drogue, et vous concentrez les moyens sur le démantèlement du réseau. Ensuite, oui, il y a des risques, vous avez raison, et la meilleure manière d'avoir une politique de prévention en matière de santé... Les risques liés à la consommation du cannabis. Il y a des risques sur la santé. Tu veux essayer? Non, je pensais que vous parliez de la dépénalisation. Il y a des risques sur la santé. Mais vous êtes d'accord qu'il y a des risques sur la consommation d'alcool? Et pourtant, attendez, on va pas tout mélanger. Là, on parle de la drogue. Je mélange pas tout. Je vous dis juste ça a été encadré, l'alcool. Il y a des risques sur la consommation du tabac. Il y a des risques sur la consommation. Il y a des campagnes pour le tabac. Vous avez le prix du tabac aujourd'hui. Et donc, la meilleure manière de faire des politiques de prévention et de santé publique, la légalisation, permet ensuite de mettre en place ces politiques de prévention et de santé publique. Donc moi, je suis pas en train de dire à tout le monde je légalise parce qu'il faut que tout le monde consomme du cannabis. Mais je dis précisément l'inverse. Il y en a de plus en plus. Je légalise. Oui, mais c'est pas légalisé. Donc vous voyez bien que c'est pas le sujet. Donc on légalise, on concentre les moyens sur les réseaux de criminalité organisée. Voilà, et on fait des politiques de santé publique. Mais justement, ça, c'est plus efficace. Permettez-moi de vous transformer en instant sociologue. Comment comprenez-vous, malheureusement, on le ressent quand même, comment comprenez-vous cette espèce de consommation croissante, non seulement du cannabis, mais des autres drogues? Est-ce que ça témoigne pas par ailleurs d'une forme de bris de société, une société qui ne se consomme plus à froid, et où finalement la régulation pharmaceutique des émotions par la drogue et ainsi de suite prend une place croissante? Est-ce que c'est pas un vrai problème, au-delà même de la politique? C'est évidemment une société qui va mal, et on peut pas se concentrer que sur la question du cannabis. Vous regardez la consommation de médicaments, parce que je sais que la répression suffit-elle d'avoir un problème aussi fort? Il y a un problème de souffrance psychologique en France c'est pas seulement en France, mais en France particulièrement, et qui monte en puissance malheureusement ces dernières années. Et donc pareil, si vous voulez qu'on parle de cette question, c'est une question importante. Mais elle est fondamentale, je crois, bien au-delà de la répression. Alors très bien, alors on sera peut-être d'accord, mais alors faut pas voter un budget de la sécurité sociale dans lequel on va faire encore des économies sur nos dépenses de santé. Parce que s'il y a bien un parent pauvre, les budgets, elles augmentent les dépenses de santé, monsieur Bompard, elles augmentent les dépenses. Je vais y venir parce que c'est pas vrai. Mais si il y a bien un parent pauvre ces dernières années des politiques publiques en matière de santé, c'est bien la psychiatrie. La psychiatrie qui a été complètement abandonnée, complètement laissée à l'abandon, malgré des signalements. Chaque année, vous avez des mobilisations dans le secteur de la psychiatrie. Donc, si vous voulez lutter contre ce problème, parce que si vous pensez que c'est ça le point de départ, je suis content que vous disiez ça, parce que c'est bien la preuve qu'il y a d'abord des causes sociales. C'est pas le cannabis qui va résoudre les problèmes de psychiatrie, on est d'accord? Pardon? C'est pas le cannabis qui va résoudre les problèmes de psychiatrie. Je pense que personne n'a dit ça. Monsieur Bocoté, je reprends son argumentation, disait que peut-être que cette augmentation de la consommation exprime une souffrance qui existe dans la société. Et donc je dis qu'il faut lutter contre cette souffrance. Et lutter contre cette souffrance, c'est la prendre en charge. Maintenant, excusez-moi de vous le dire, non, ce n'est pas vrai. Même les socialistes se vantent d'avoir obtenu plus d'augmentation supplémentaire. Vous avez compris qu'il ne faut pas croire les socialistes. Non, j'ai bien compris. Pour vous, c'était pas des gens. Si vous les croyez, vous allez avoir un problème. Donc il ne faut pas les croire. Donc le budget de la sécurité sociale qui est passé avec les voix des socialistes, vous avez raison, c'est un budget catastrophique pour la santé. Manuel Bompard. Dans cette dernière partie, Manuel Bompard n'a esquivé aucun des sujets les plus sensibles. Il reconnaît le manque de moyens dans la police et l'état préoccupant de nombreux commissariats.
Mais il refuse de soutenir certaines positions du syndicat Alliance lorsqu'elles attaquent la justice ou ferment les yeux sur des problèmes de déontologie. Sur le narcotrafic, les journalistes tentent encore de présenter sa position comme contradictoire. Pourtant, son raisonnement reste clair. Cesser de concentrer les moyens sur les petits consommateurs pour renforcer la police judiciaire, les douanes, la lutte contre le blanchiment d'argent et le démantèlement des grandes organisations criminelles. Une nouvelle fois, les journalistes ont multiplié les attaques, mais Manuel Bompard est resté solide jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview. Et surtout, abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour ne rien manquer des prochaines interventions de Manuel Bompard. Votre soutien m'aide vraiment à continuer ce travail.